Oui, bonjour, la communauté des entrepreneurs proactifs. Aujourd'hui, je suis Martine Chagné, présidente d'Agora Ressources d'affaires et porteuse du projet Entrepreneurs proactifs. Alors, je vais aujourd'hui vous parler du burn-out ou de l'épuisement professionnel et je vais commencer tout d'abord par expliquer ce que c'est. Je vais le faire du point de vue organisationnel, du point de vue du management. Je ne touche pas au domaine médical. Et nous allons voir d'abord les réactions au stress, le fonctionnement et aussi les symptômes qu'on peut ressentir. Ensuite, j'aborderai les facteurs organisationnels en milieu de travail, les éléments qui sont à surveiller pour éviter de faire un burn-out ou un épuisement professionnel. Et ensuite, que faire pour mieux gérer le stress? Ça sera la troisième étape. Alors, j'espère que cette vidéo va vous aider pour retrouver le confort dans votre milieu de travail. Mais avant de démarrer, pourquoi aborder le burn-out ou l'épuisement professionnel? Je m'adresse à la communauté des entrepreneurs proactifs, des gens qui sont leaders, qui ont tendance à travailler peut-être davantage que d'autres ou être passionnés et à pas voir certains signaux qui peut les conduire à un burn-out. Alors c'est pour ça que dans cette série de vidéos pour aider les entrepreneurs, je souhaite aborder le burn-out. Et puis moi-même, j'en ai fait un alors que je ne pensais pas en être candidate. Donc j'ai à cœur de vous le partager. D'abord, un chiffre qui fait froid dans le dos. D'après l'Organisation mondiale de la santé, savez-vous quelle est la maladie qui se classe au deuxième rang aux alentours de 2020? C'est la dépression. Alors, la dépression qui se classe même avant les maladies cardiaques. Alors ça, c'est un chiffre qui nous surprend. C'est comme une maladie, on pourrait croire une mode. Donc, on va essayer de se familiariser avec ça. Il faut savoir aussi que le stress ou l'épuisement au travail, ça entraîne de l'absentéisme au travail. Il y a aussi un roulement de personnel, puisqu'il faut remplacer les gens qui sont absents. Il y a aussi des coûts de programmes d'aide aux employés qui sont augmentés. Ça peut générer des accidents de travail, des coûts au niveau des assurances maladie. Donc, ça a un coût, le burn-out, et ça mérite d'être compris et d'être adressé pour être résolu. C'est un peu le stress comme une balance. D'un côté, on a le bon stress qui nous stimule, qui au niveau des hormones va agir, et puis notre réaction à ce stress va nous stimuler, va améliorer notre santé cardiovasculaire, qui va nous générer un facteur d'épanouissement. Ça pourrait être un objectif ambitieux qu'on a à faire, on se sent capable de le faire, on est stimulé, c'est du bon stress. En revanche, le mauvais stress, c'est celui qui cause la détresse. Alors, le stress qu'on reçoit est comme trop élevé et la performance à ce moment-là va peut-être même chuter. On a souvent associé la performance et le stress en disant qu'il fallait un peu de stress pour être performant. Ça, c'est une formule qui est à prendre avec délicatesse parce que ça dépend du seuil de chaque personne. Est-ce que la personne est confortable dans le stress qu'elle rencontre ou est-ce qu'elle ne se sent pas respectée et elle ne se sent pas à l'aise? Auquel cas, il va y avoir des problèmes. Donc, dans cette partie, je veux voir maintenant les symptômes du burn-out. Comment on distingue un burn-out? Tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est? Il y a ceux qui ont peur d'en avoir, il y a ceux qui sont au milieu et qui sont dans le déni, puis il y a ceux qui passent au travers avec toute la souffrance physique et psychologique et sociale que ça peut représenter. Donc, d'abord, au niveau physique, il y a une grande fatigue. Il y a aussi des problèmes d'insomnie. Il y a des différentes douleurs qui peuvent apparaître. Et il y a des problèmes de concentration, de mémoire, il peut y avoir des problèmes de troubles digestifs et une fragilité au niveau de la santé. On peut se sentir plus enclin à attraper un rhume ou
que sais-je, toutes les petites maladies. Au niveau psychologique, il y a une anxiété, il y a une inquiétude, il y a aussi une mauvaise estime de soi, peut-être une irritabilité. Il y a aussi un état émotionnel de mélancolie, de tristesse, de dépression, de découragement. On n'a pas l'impression qu'on va y arriver, ou d'impuissance. Au niveau social, les personnes vont peut-être refuser d'aller se retrouver avec des amis. Elles vont préférer rester seules. Donc, il y aura de la difficulté aussi dans les communications interpersonnelles parce qu'elles seront peut-être plus agressives pour répondre ou plus émotives. Il y a aussi un autre risque, c'est que la personne se sent comme désintéressée. Elle peut être absente au travail parce qu'elle ne file pas bien. Elle a des migraines ou différents troubles qui l'empêchent de fonctionner. Donc, quand on a un burn-out, on peut être non fonctionnel. Il y a aussi, bien sûr, une incapacité à travailler autant. Donc, il y a dans d'autres cas des personnes qui peuvent avoir des risques de dépendance à certains médicaments ou à certaines drogues ou dans l'alcool. Donc, il faut surveiller tous ces symptômes. Donc, on vient de voir qu'est-ce qu'est le burn-out, quelles sont ses réactions, le fonctionnement, les symptômes. Maintenant, j'aimerais aller sur les facteurs organisationnels du milieu de travail, ceux qu'il faut surveiller. Donc, il faut savoir que le milieu de travail est un terreau très fertile pour l'épuisement professionnel. Moi, j'ai déjà écrit il y a longtemps sur mon blog des articles lorsqu'on voyait les suicides de cadres en France. Dans les grandes compagnies, je trouvais ça incroyable que le travail puisse tuer. Donc, il faut regarder ces facteurs organisationnels qui augmentent le stress auquel notre corps va réagir avec un épuisement. Donc, il peut y avoir la surcharge de travail. Il peut y avoir des objectifs, mais manque de moyens. Il peut y avoir peu de reconnaissance générale, peu de récompenses. Alors, imaginez que vous deviez faire beaucoup avec peu de moyens et que vous soyez livré à vous-même sans encouragement, avec beaucoup d'ouvrages à faire. On comprend que le corps peut ressentir un stress négatif. Il peut y avoir aussi la collaboration qui est déficiente avec les équipes. Le conflit relationnel, ça fait aussi du mal. Il peut y avoir aussi des incertitudes sur les revenus. Est-ce que je vais garder mon emploi? Est-ce que je vais le perdre? Est-ce que mon client va me payer à temps? Est-ce que je vais avoir assez de mandats? Tout plein d'incertitudes. Il peut y avoir aussi une souffrance reliée à l'éthique. Quand il y a des choses qui sont faites et qui ne correspondent pas à l'éthique de travail. Il y a des inégalités au niveau aussi des relations avec le conseil d'administration, avec les supérieurs, peut-être relations avec les collègues. Tout ça, c'est à prendre en compte comme des facteurs organisationnels. Mais ce qui compte aussi, c'est par rapport à la personne, comment elle se sent par rapport au contrôle. Est-ce qu'elle a des plans de rechange pour faire face aux situations ou est-ce que la situation perdure puis elle est incapable d'avoir le contrôle? Bien sûr, il y a l'élément, est-ce que dans l'entreprise, en tant qu'individu, j'adhère aux valeurs qui sont les valeurs organisationnelles ou est-ce que ça vient créer un écart qui me rend inconfortable? Dans les autres facteurs qui sont possibles, il y a aussi les changements technologiques. Donc, il faut s'habituer aux changements. Il peut y avoir de l'insécurité financière si on a peur de perdre son emploi. Tout ça, ce sont des facteurs dans un terreau qui est fertile pour l'épuisement professionnel. Donc, il faut les surveiller. Et puis, maintenant, je vais passer à la troisième étape, celle qui est que faire pour mieux gérer le stress. Donc, il faut apprendre à vivre avec un niveau de stress avec lequel nous sommes confortables, un niveau de stress qui est acceptable, le niveau de stress qui fait qu'on est capable de fonctionner bien.
dans sa zone de confort. Donc, si ce n'est pas le cas, la première chose, c'est de reconnaître la situation et de reconnaître qu'on est stressé. On tire le drapeau. Puis, déterminer ce qui nous stresse. Lorsque la cause du stress est identifiée, on peut déconstruire le stresseur en cherchant parmi, par exemple, 4 facteurs, pour prendre la méthode CINE, C-I-N-E. On peut regarder comment limiter le manque de contrôle, comment limiter l'aspect d'imprévisibilité des choses. On peut jouer sur le fait que la situation est nouvelle ou parce qu'elle est menaçante pour notre ego. Donc, on va déceler les stresseurs et pouvoir les déconstruire. Et ça peut se faire avec un accompagnement, avec un psychologue ou avec un autre professionnel. Selon le cas, on peut trouver aussi d'autres solutions alternatives pour que notre cerveau détecte moins la menace, parce qu'en fait, c'est le cerveau qui joue son rôle. Soit il détecte une bonne menace et il nous stimule, soit il détecte une mauvaise menace et là, il a peur, hein, et il va laisser le contrôle à la situation. Donc, il y a une approche, l'approche de théorie cognitive ou l'approche cognitivo-comportementale, qui consiste à interpréter ses émotions. Il se passe quelque chose, l'émotion est là, dans la situation critique, puis je vais regarder à quoi je suis présent, et puis qu'est-ce qui se passe au niveau de mes pensées. Et on va pouvoir diminuer l'impact, notamment en jouant sur les distorsions cognitives. Alors, moi, je lis souvent le livre Feeling Good du docteur David Burns. En français, vous le trouvez, Sentir bien dans sa peau ou Bien dans sa peau, et c'est de docteur David Burns. Burns, B-U-R-N-S. Alors, c'est un bon ouvrage pour si vous avez un carnet. Alors, moi, j'ai un carnet. Je n'avais pas prévu de vous le montrer, mais je peux vous le montrer. Et puis, je le fais vivre. C'est-à-dire que j'écris la situation qui me dérange, ensuite j'écris les sentiments qui sont présents, la réaction spontanée, puis les distorsions cognitives, et ça fera l'objet d'une autre vidéo. David Burns donne des outils qui sont très intéressants pour qu'on ait notre autonomie, pour ensuite repenser de façon plus neutre ou plus distante à la situation et reprogrammer, je dirais, son cerveau pour se sentir mieux dans la situation. Dans les pistes de solutions pour prévenir l'épuisement professionnel ou le burn-out, on peut aussi considérer que le co-développement professionnel peut aider à faire émerger les agents stresseurs et ces solutions possibles avec une équipe de collègues. Donc, le co-développement va faire l'objet d'une vidéo spéciale où je vous expliquerai comment ça fonctionne et aussi certains bénéfices qu'on peut en retirer. Je suis animatrice de co-développement depuis plus de 10 ans et j'ai animé plusieurs cohortes. J'ai participé aussi comme cliente et vraiment d'avoir des collègues à qui on peut exprimer quelque chose dans un climat de confiance et une logique d'entraide, ça peut aider. Ça peut aider pour déceler, identifier, pour aussi avoir le point de vue des autres et s'équiper pour changer la situation. Si vous êtes dans une grande entreprise, allez voir le programme d'aide aux employés dès que vous sentez que vous êtes inconfortable. Et autrement, vous pouvez travailler votre mental avec des chants. Souvent, je me dis quel est le chant que j'ai dans ma tête aujourd'hui. Donc, si c'est un chant sur la joie, sur quelque chose qui est enjoué, qui me met de bonne humeur, ou si j'écoute un morceau de musique auquel je suis sensible et qui me met dans une situation où je vais être ressourcée, ça va me faire du bien. Pour certains, ça va être la peinture. Pour d'autres, ça va être une autre activité. Moi, je fais beaucoup de travail manuel, justement pour me ressourcer aussi. J'aime aussi faire ma pâte à pain.
Alors ça, c'est une manière de évacuer un petit peu le stress, de repenser sur la situation en faisant quelque chose de simple. Pour d'autres, ça va être d'aller se promener. L'idée, c'est de développer le plaisir intérieur. Donc, se reconnecter avec soi, avec son être intérieur, pour respecter ses propres limites. Colette Portelance est aussi un auteur qui a parlé de l'amour de soi et elle propose des méthodes pour lâcher prise ou d'autres méthodes pour justement être dans son bien-être. Bien sûr, d'autres psychologues ont d'autres outils, il y en a plusieurs. Creusez sur Internet, regardez et faites-vous accompagner, n'attendez pas. Regardez aussi ce que vous pouvez faire dans la situation présente. Vous êtes surchargé de travail. Comment pouvez-vous prioriser? Et apprécier ce que vous avez fait plutôt que de vous blâmer pour ce qui n'est pas fait. Et prenez responsabilité de transmettre ou d'organiser ce que vous ne pouvez pas faire à d'autres. Souvenez-vous que l'épuisement est insidieux, on ne le voit pas venir, hein, et il masque une réalité qui est beaucoup plus grande. Moi, je me souviens que je n'avais pas vu venir du tout le burn-out. Je travaillais fort, des longues heures en tant qu'entrepreneur, en voulant lancer des choses, avec tout le cocktail de la personne qui est passionnée et qui ne voit pas qu'elle travaille trop. Et c'était mes yeux qui, quelque part, me brûlaient le soir quand j'étais devant l'écran. Alors, je me disais, mes paupières sont sèches. Bon, c'est pas normal. Je continuais jusqu'au moment où ça a été tellement fort que je ne pouvais plus lire. J'avais des nausées, des maux de tête, envie de vomir. J'étais engagée dans un programme pour faire un programme de 3e cycle. Je voulais aller vers le doctorat en management. Et j'étais obligée d'arrêter parce que mes yeux ne fonctionnaient plus. J'étais plus fonctionnelle tout simplement pendant quelques temps. Donc ça, c'est pour dire qu'on est responsable de sa santé. Il faut se reposer. Dans mon cas, je sais que mon sommeil n'était pas porteur. Depuis longtemps, je disais, je suis une petite dormeuse, 4 heures, ça me suffit. Ben non, ça m'a pas suffi, je suis pas une superwoman. Puis au bout d'un moment, ben voilà, mon corps a été fatigué. Donc, pensez à vous reposer, à bouger plus, à bien manger, à respirer. Prendre du temps aussi pour se reconnecter avec soi ou se connecter spirituellement. Déceler ses propres réactions. Alors, pour moi, c'était les yeux qui brûlent. Pour vous, ça sera peut-être autre chose. Vous aurez peut-être une impression de fatigue grande quand vous rentrez de l'ouvrage. Consultez un médecin, un psychologue, un autre professionnel dès le début. Au début, on est en situation de déni. On ne veut pas y croire, surtout pas nous. Ça ne peut pas nous atteindre. Et c'est un tort. N'attendez pas trop, parce qu'autrement, le burn-out peut donner des altérations durables sur la perte de mémoire, sur certaines incapacités. Donc, il faut agir assez tôt pour prévenir le burn-out dès que vous le sentez venir. Il faut accepter votre vulnérabilité. Et oui, ça peut vous arriver. Posez vos limites en ayant vos propres limites physiques, psychologiques qui vous limitent. Le burn-out peut laisser des séquelles, il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que des fois, la guérison n'est plus possible. C'est comme si on descend d'un niveau. Donc, il vaut mieux éviter de descendre, hein, le voir assez tôt, se reposer pour pouvoir remonter. Soyez prévenant envers vous-même, vous êtes la personne qui mérite que vous l'aimiez le plus. Aimez-vous, nourrissez votre mental avec des idées positives. Travaillez en dessous de votre état de fatigue. Donc, vous êtes le mieux placé pour prendre soin de vous-même. Faites-le. Il n'y a pas de honte à déceler que pour un temps,
on a besoin de plus de repos ou de prendre du recul pour mieux gérer sa santé. Donc, vous pouvez me retrouver toujours sur mon facebook.com/entrepreneur pro. Et chère communauté d'entrepreneurs proactifs, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux vivre au travail. Merci. Au revoir.